La France dans tous ses états, les perles du jour. L'homme mis en examen dans l'affaire de la disparition d'une collégienne dans le Gers était déjà connu de la justice. Oui Maud, cette affaire tient la France en haleine. Je peux dire qu'elle nous traumatise, tout simplement, parce que c'est une énième situation d'une enfant qui disparaît. On se souvient d'autres noms. Bon, pour l'instant, l'affaire est totalement en cours, donc aucune déduction, mais quand même une tragédie. On imagine l'angoisse des parents qui se demandent où est leur petite fille. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette Liana sortait de l'école, elle allait à la piscine, et un père de famille dont la fille était la copine de Liana, chez laquelle il y avait eu une soirée pyjama en janvier, et d'ailleurs on sait que à cette occasion le comportement de ce papa avait été inapproprié, et la maman de Liana avait dit tu repartiras pas chez ces gens. Pour autant le papa était là puisqu'il est le père d'une copine, et les caméras vidéosurveillance voient Liana monter dans la voiture de ce monsieur, et puis voilà, on perd la trace de ce véhicule. Le mis en examen soutient qu'il a déposé Liana à la piscine de la commune de Fleurance, dans le Gers, et qu'ensuite il n'a pas de nouvelles. Voilà. Sauf que l'on apprend par la suite que ce monsieur a eu des antécédents, notamment une procédure de tentative de viol sur une mineure, une petite fille de 10 ans, qui dit que ce monsieur a plusieurs fois cherché d'abuser d'elle. C'est ce que dit le parquet d'Auch, que l'affaire est en cours, que les gendarmeries concernées sont en cours d'enquête, donc on ne savait rien. Et ce monsieur était manutentionnaire dans des lycées d'enseignement, dans des lycées, des centres d'enseignement où il a eu des comportements inappropriés avec les enfants. Donc il y a un certain nombre d'éléments suffisants pour qu'on ait un doute et une crainte, et qui fait qu'on aurait peut-être pu neutraliser, ou en tout cas que les gens sachent, dans l'entourage de cette personne, que l'on sache les antécédentes de ce père de famille, de façon à ce que les parents puissent prendre des dispositions et protéger leur enfant. Voilà, ça n'a pas été fait. C'est une faille, une négligence. Évidemment, l'enquête va tout révéler. Pourquoi est-ce que, alors qu'il y avait des procédures en cours, les parents n'ont pas été avertis? Pourquoi l'établissement scolaire où étaient ces enfants n'était pas averti? Ça aurait peut-être évité, voilà, les heures de souffrance auxquelles on est confronté. Nous espérons évidemment tous de tout cœur que l'issue soit heureuse et qu'on retrouve la petite Liana saine et sauve. Voilà, il y a encore un espoir. Et la personne refuse évidemment, la personne d'avouer quoi que ce soit. Il est dans le déni. Il dit qu'il a déposé la jeune fille. C'est voilà, effectivement, les enquêteurs ont de bonnes raisons d'en douter. On attend évidemment la suite avec impatience, mais voilà, le dysfonctionnement des services de l'État est quand même assez inquiétant. C'est une affaire de plus sur laquelle on a de grands motifs de s'inquiéter. Deux nouveaux groupes de librairies ont été placés en redressement judiciaire, Maud. Ouais, d'abord Gibert et maintenant les librairies Furet du Nord et Deux Citres qui appartiennent au groupe Nosoli. Les grandes enseignes du livre se portent mal. Nosoli, ça représente 600 salariés et 27 librairies réparties entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Forcément, il va y avoir de la casse sociale et une réflexion sur l'avenir des librairies. Entre la concurrence du commerce en ligne et la baisse drastique de la lecture chez les jeunes, le groupe Nosoli envisage de développer davantage ses activités numériques, de renforcer son offre destinée aux professionnels et de rééquilibrer ses ventes entre les livres et d'autres produits comme les jeux, les loisirs créatifs et la papeterie. Alors on sauvera pas grand-chose en disant ça, mais par pitié, achetez en boutique, déplacez-vous, arrêtez de tout acheter par facilité sur les plateformes numériques, sauf si vous vivez très loin de tout à la rigueur, mais faites un effort pour soutenir les entreprises françaises. Eh ben oui, c'est le visage de la France, et il y en a d'autres aussi qui nous font peur. L'affaire du pont de Ligonnès a refait surface. L'enquête reprend clandestinement et les théoriciens s'emballent. Et s'il est toujours de ce monde, il veut bien se barrer. Oui, c'est le témoignage d'un prêtre qui dit qu'il a entendu quelqu'un en confession qui dit que Xavier Dupont de Ligonnès serait en France parmi nous. Il en aurait fait part à l'évêque de Carcassonne, son supérieur, qui dément totalement avoir eu le témoignage de ce prêtre. Donc on a quelqu'un qui certifie que Dupont de Ligonnès serait en France. À suivre, hein, et puis on en saura peut-être davantage, peut-être par la confession justement, on en parle tout à l'heure. On en parlera, oui. Voilà, avec Hugues Barré, mais voilà, on aimerait bien en savoir davantage aussi.
Et puis c'est jour de cinéma aujourd'hui, sort le premier volet du film de Gaulle. On fera abstraction des sorties politiques de celui qui l'incarne, Simon Abkarian, parce que 1, on s'en fout, et 2, le film mérite qu'on ne parle que de lui, parce qu'il en fallait de l'audace pour réhabiliter l'héroïsme français dans l'imaginaire collectif. Le réalisateur Antoine Baudry l'a eu, et cette audace sera un triomphe. C'est un rendez-vous avec l'histoire et avec, pour reprendre les mots de Mathieu Kassovitz, une grosse paire de couilles, n'ayons pas peur des mots, parce que dans le premier volet de ce diptyque qui s'intitule La bataille de Gaulle, l'âge de fer, le général est présenté comme un homme seul, en qui personne ne croira au départ et qui ne lâchera rien par pur amour de son pays, par pur patriotisme. De Gaulle, qui est alors un général sans armée et apatride, condamné à mort par Pétain, va convaincre les cols blancs de la perfide Albion de le rejoindre dans son combat. Il ralliera Churchill à sa cause et on assiste dans ce film à ces échanges, à ces débats entre les deux hommes qui tisseront ensemble une stratégie militaire quasi chimérique. Le général de Gaulle va réussir à lever une armée, celle de la France libre venue d'Afrique. Et je vais vous dire, le prodige de ce film réside dans l'équilibre des récits. D'un côté, la légende, de l'autre, le réel. Vous allez vivre la bataille de Bir Hakeim, le bombardement fratricide de Mers el-Kébir, l'impuissance du vieux continent face aux ingérences du Nouveau Monde, les États-Unis qui n'entreront que tardivement dans cette guerre et moyennant des contreparties dont on parle si peu en réalité. Moi, je pense qu'Antoine Baudry nous livre un film pour l'histoire, un film avec un budget colossal, quasi 100 millions d'euros. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Oui, et on voit à quel point le message de l'homme du 18 juin est d'actualité et que les valeurs du gaullisme manquent cruellement aujourd'hui à la France et à la République française. Nous sommes en direct du Salon du Logement avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Perico. On vous entend sur Sud Radio très régulièrement, Sylvain. Vous faites partie de notre grande et belle famille. Alors, un mot d'abord sur le Salon du Logement. Où est-il? Alors, c'est le Salon des maires d'Île-de-France. Des maires d'Île-de-France. Et voilà, on parle du logement. Et on parle du logement. Alors, bien évidemment, on parle du logement comme étant un élément central, mais on parle surtout, en fait, de la crainte des maires, des problématiques des maires au quotidien, qui, comme vous le savez, sont à portée de gifle des administrés, comme dirait Gérard Larcher, et vivent un malaise majeur, qui est celui de cette tentation jacobine de l'État d'avoir une intrusion massive sur les recettes des collectivités locales, qui aujourd'hui, je vous le dis, je vous cite, les paroles des maires sont complètement à l'os et deviennent de plus en plus la variable d'ajustement des budgets de l'État. C'est un dossier national, ce problème du logement. Il est en 2 étapes. D'abord, le manque de logement et les collectivités locales, telles la région Île-de-France, mais c'est vrai pour toutes les régions de France, qui en font un maximum et qui n'arrivent pas à résoudre la crise. Et puis le prix du logement aujourd'hui, qui devient de plus en plus lourd dans le budget d'une famille. Alors, non seulement il devient de plus en plus lourd, mais je vais vous donner quelques chiffres qui sont éloquents. À l'INSEE, en 2022, donnait le pourcentage, vous savez, de la charge contrainte pour un foyer pour payer son logement. À l'époque, on était à 18% de charge contrainte sur le revenu derrière l'alimentaire. Nous sommes en 2026, la charge, tenez-vous bien, elle est à 28%. Avec quelques cas, et quelquefois un peu plus, à 33 ou 35 selon les situations. Mais la moyenne, c'est 28. Voilà, la moyenne de l'INSEE, c'est 28. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'équation entre manger et payer son loyer. On en est là, c'est un dans choix, la précarité. Oui. C'est une perte. Socialement, c'est une perte de 30%. C'est une perte de 30% du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, vous savez, c'est une équation insoluble. Et les maires, aujourd'hui, sont dans un goulot d'étranglement qui est terrible, parce qu'ils sont obligés aujourd'hui d'essayer de répondre. Et vous en savez quelque chose vous-même, Perico, parce que vous êtes aussi un élu local, c'est que il y a aussi des contraintes qui font que il y a des territoires qui sont carrément en décroissance, faute de pouvoir construire ou d'avoir une offre de logement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quelle est la marge que les collectivités territoriales, les régions, en l'occurrence, là vous êtes dans un salon régional, est-ce qu'il y a encore une marge de possibilité pour ces collectivités d'influer sur le logement sans avoir une dotation supplémentaire de l'État? Ça veut dire qu'ils doivent renier ou faire des économies sur d'autres budgets? Alors, je vais vous donner un chiffre. La ville de Bussy-Saint-Georges, je vous cite son maire, Yann Dubosc. Ils ont la dotation de l'État. Les dotations de l'État ont baissé de 4 millions par an depuis 10 ans, 40 millions d'euros. Plus, il y a une astuce qu'a trouvé l'État dans les grandes agglomérations, c'est ce qui s'appelle le DILICO. C'est une participation des maires à l'effort de la dette publique avec des ponctions fiscales. Alors, je vais vous dire, vous parlez, Perico, de solutions. Vous avez cité De Gaulle tout à l'heure.
De Gaulle disait, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ah oui. Et le 18 juin 1940, ils étaient à peine 1000 à l'avoir rejoint à Londres. Ça veut dire que tout est politique dans notre pays. Et donc, la volonté et la solution, elles existent. Elle est d'encadrer les prix du foncier, de redonner une marge de manœuvre fiscale aux investisseurs pour leur permettre de mieux investir, pour ne pas qu'ils désertent l'investissement, et produire massivement en France des matériaux industriels pour faire baisser les coûts de construction. En fait, les solutions, on les a. Un sujet qui pèsera certainement, Sylvain, sur le débat de la campagne présidentielle 2027, parce qu'il est au cœur de la préoccupation des Français, avec la sécurité, l'emploi et d'autres, et le pouvoir d'achat. Mais le logement commence à devenir un enjeu national. Merci pour votre témoignage. Voilà, bon Merci, salon. Perigo. Et puis, évidemment, on reste en contact, parce que je pense que c'est un dossier sur lequel on aura besoin de revenir. Merci beaucoup. L'État français peut-il attenter au sacrement de l'Église? C'est ce qui a failli se produire à l'Assemblée nationale ce lundi. L'Assemblée nationale qui a refusé de voter un texte portant atteinte au secret de la confession. On en parle dans un instant avec Pierre-Hugues Barré, docteur en droit, enseignant à Sciences Po Paris. N'hésitez pas à l'interpeller, à lui poser toutes vos questions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite.